à toutes, bonjour à tous. Je remercie évidemment le comité d'organisation de me donner l'occasion d'aujourd'hui vous présenter un aperçu des données épidémiologiques qui permettent un suivi de l'état de santé des travailleurs du secteur du soin. Vous ne m'entendez pas? C'est passer à la diapositive. Activé. Si, on entend très bien. D'accord, très bien. Nickel. Parfait. Alors, je poursuis. Je vais juste changer de diapositive. Excusez-moi. Je n'arrive pas à changer de diapositive. D'accord. Je vais commencer par la question du périmètre et de la population concernée. Cette présentation va rappeler un certain nombre de points, va conforter un certain nombre de points qui ont été notamment exprimés ce matin, et notamment le fait que cette population est importante et diverse dans ses caractéristiques, puisque d'après les données qui sont disponibles, on retrouve plus d'1 million d'agents dans la fonction publique hospitalière, un certain nombre aussi de salariés de différents statuts dans les établissements publics et privés, sans oublier évidemment les services de soins infirmiers à domicile ou les centres de soins infirmiers. On voit bien que c'est une population importante qui représente plus de 10% de l'ensemble des salariés en France et qui est encore une fois définie par une multitude de métiers, donc auxiliaire de vie, assistant maternel, agent d'entretien, aide-soignant, infirmier, médecin, etc. etc. Je vous invite à aller consulter notamment le site Amélie qui donne une infographie assez intéressante et qui permet aussi de souligner, mais c'est bien connu aussi, le fait que c'est une population à tendance majoritairement féminine. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette population a été confrontée, ça a été aussi rappelé ce matin, à une succession de réformes qui a impacté notablement les conditions et l'organisation du travail, et avec des vraies difficultés aujourd'hui, on l'a vu dans le contexte actuel de l'épidémie, des difficultés de fidélisation et un vieillissement important de son personnel. Pour reprendre de manière un peu générale un aperçu des contraintes de cette population, elle est confrontée à différentes contraintes de nature physique, évidemment caractérisées par beaucoup de contraintes biomécaniques, des manipulations répétées, des contraintes liées aux agents biologiques, puisque c'est une population qui est souvent en contact de patients atteints de maladies infectieuses ou qui manipulent des produits biologiques, des contraintes aussi d'ordre chimique, puisqu'il y a la manipulation et l'utilisation d'un certain nombre de produits chimiques, soit pour le nettoyage des désinfectants, ou, comme ça a été rappelé par la présentation d'Antoine Villa ce matin, la manipulation de médicaments cytotoxiques. Également, pour certains secteurs d'activité, certains services, des contraintes liées aux agents physiques. Donc, on pense au rayonnement ionisant, au champ électromagnétique ou au rayonnement optique artificiel. Et on en a aussi beaucoup parlé ce matin, des contraintes organisationnelles et relationnelles. Je ne vais pas m'attarder, mais effectivement, qui sont marquées par des contraintes de rythme de travail, des tensions internes, externes, des exigences émotionnelles fortes. Et puis, voilà, un certain nombre d'études rapportent d'autres contraintes, type manque d'autonomie ou rapports sociaux dégradés. L'important aussi, c'est que ces populations sont exposées non pas de manière étanche et isolée à ces différentes contraintes, mais de manière cumulée, ce qui en fait la difficulté aussi pour appréhender toutes ces contraintes, et ces contraintes évoluent aussi au cours du temps. Je l'illustrerai avec 2 points. Le premier, effectivement, c'est par exemple la réduction du temps de séjour à l'hôpital qui finalement amène à une importance plus importante des soins à domicile, avec des contraintes qui ne peuvent pas être appréhendées de la même manière au domicile, et qui ne sont pas forcément faciles à prendre en compte en termes de prévention. La deuxième contrainte, c'est, on l'a vu avec l'épidémie, le personnel soignant a été en première ligne, ce qui a amené parfois à des nouvelles organisations et notamment à une augmentation du stress
en particulier sur le personnel soignant. En termes de sinistralité, ce qui découle un peu de ces contraintes, c'est que c'est aussi largement connu. On retrouve des chiffres importants d'accidents du travail et de maladies professionnelles, avec évidemment des conséquences et des répercussions sur l'absentéisme et l'inaptitude au travail. Et donc, l'INRS notamment a bien développé et exprimé ce point-là sur l'organisation des collectifs de travail, voire la dégradation de la qualité des soins ou la prise en charge. En France, le chiffre est important et notable. 16% des accidents du travail déclarés correspondent au secteur de l'aide et des soins à la personne, alors que la population représente 11% des salariés. Donc, on voit bien qu'il y a une surincidence, une surimportance de ces accidents au sein de cette population. Principalement, on retrouve des accidents du travail liés à la manutention manuelle et puis, en termes de maladies professionnelles, des pathologies qui relèvent des TMS. Ce qui est important à noter, c'est que de manière similaire et analogue aux autres secteurs d'activité en France, il y a une augmentation constante de la sinistralité sur l'ensemble de ces salariés entre 2010 et 2019, mais elle est marquée de manière plus importante pour ce secteur d'activité, et notamment pour les activités menées auprès des personnes âgées, puisque cette partie-là, cette activité-là, occupe la 10e place en termes de sinistralité et le secteur des soins, la 34e place. Alors, pour cette présentation, j'ai fait une brève revue de la littérature bibliométrie pour savoir quelles étaient un peu les données épidémiologiques qui permettaient en France d'avoir un état des lieux de la santé de ces personnels-là. Donc, j'ai retenu une période des 10 dernières années et en premier instant, je ne me suis pas limité au niveau national, mais à un périmètre international. Il ressort qu'un peu plus de 300 études ont été publiées sur l'état de santé en lien avec le secteur, avec notre secteur d'activité aujourd'hui. Et j'ai choisi deux axes un peu pour souligner ce qui me semblait important. D'abord, en termes de pathologie, on voit que beaucoup d'études concernent les pathologies infectieuses, environ 70 études. Ensuite, allergie, asthme, eczéma, des accidents exposants au sang, et puis, de manière diverse, un certain nombre de pathologies. Et les études concernent avant tout les infirmiers, les aides-soignants et, dans une moindre mesure, les médecins, techniciens radio, kinés, dentistes, etc., etc. Pour la France, alors, il existe vraisemblablement des travaux en littérature grise ou des travaux, des études menées au sein des établissements, mais en termes de publications, en tout cas, il y a très peu d'études, entre 10 et 15 publications potentiellement qui portent sur l'état de santé des personnels d'établissements de soins. Et ce qui est caractéristique, c'est que c'est souvent des études transversales, donc d'observation, sur des thématiques un peu niches, puisque c'est assez divers, notamment les effets des rayonnements ionisants sur les médecins, un certain nombre de publications sur les accidents exposants au sang, et puis, voilà, de manière plus atypique, une étude qui porte sur les accidents liés à l'exploitation des caissons hyperbares. Pour la suite de ma présentation, je vais plus me focaliser sur les travaux de Santé publique France qui a réalisé ou qui réalise encore un certain nombre d'études sur ces personnels-là et cette population particulière de travailleurs. Donc, je ne vais pas y revenir, mais sachez que bientôt sera publiée une étude sur finalement les facteurs de risque de TMS à partir de l'enquête SUMER pour les personnels de soins. Je vais un peu plus m'attarder sur les résultats à apparaître. Donc, voilà, ce sera des résultats originaux qui vous seront présentés aujourd'hui et qui concernent le dispositif de surveillance des maladies à caractère professionnel pour le secteur de la santé humaine et de l'action sociale. Et puis, je dirai un mot sur les dispositifs de surveillance des pathologies infectieuses. Alors, peut-être tout le monde ne connaît pas ce dispositif, ce programme de surveillance. Santé publique France, depuis 2007, en collaboration avec l'inspection médicale du travail, surveille en fait les maladies à caractère professionnel. Alors, qu'appelle-t-on maladies à caractère professionnel? Il s'agit des maladies ou symptômes susceptibles d'être d'origine professionnelle et n'ayant pas fait l'objet d'une réparation par les régimes de sécurité sociale. Alors, quelques points de méthode. Chaque année, nous organisons ce qu'on appelle des quinzaines
C'est-à-dire que pendant 15 jours, on va demander à un certain nombre de services de santé au travail, interentreprises ou autonomes principalement, de nous faire remonter les pathologies qu'ils enregistrent lors de leur consultation et d'associer 1 à 3 agents d'exposition. Il faut savoir que ce programme repose avant tout sur le volontariat. Et donc, il y a un biais de représentativité, hein, puisque nous n'avons pas toutes les régions et tous les services qui participent. Néanmoins, pour donner un peu un volume global des données, nous avons enregistré des données concernant un peu plus de 500 000 salariés pendant cette période de 2009-2017, qui concerne un peu plus les hommes, 56%, et dans une moindre mesure, donc les femmes, 44%. Sur ces 500 000, environ un peu plus de 70 000, oui, concernent le secteur de la santé humaine et de l'action sociale. Alors, ce dispositif met surtout en exergue un certain nombre de pathologies. Je vais y revenir, les troubles musculo-squelettiques, la santé mentale et des pathologies d'origine allergique ou asthme. Concernant les TMS, clairement, les données montrent des taux de prévalence plus importants de manière générale, et en particulier pour le rachis et l'épaule, pour les femmes salariées de ce secteur-là, et ce de manière durable et historique, avec comme facteur d'exposition enregistré par les médecins du travail, le travail de force et les mouvements répétitifs. L'originalité aussi de ce programme-là, c'est que c'est une des seules sources de données qui permet de quantifier, d'évaluer la sous-déclaration en France, et qui permet notamment, comme c'est attendu, finalement, d'indiquer la face, j'allais dire, immergée de l'iceberg, puisqu'on voit bien qu'un grand nombre de pathologies TMS ne sont pas déclarées. Hein. Plus de 47% des TMS signalés n'ont pas fait l'objet de demandes de reconnaissance, 11% sont en cours d'instruction et 4% ont été refusés. Alors, cette tendance n'est pas uniquement valable pour ce secteur-là, mais de manière générale aussi pour les autres secteurs. Les raisons les plus évoquées pour cette sous-déclaration dans ce secteur, c'est le bilan diagnostique insuffisant ou, pour la plupart du temps, une méconnaissance du salarié. Ces résultats, sans m'appesantir, sont confortés évidemment par d'autres études qui ont été menées, dont une dans les Pays de la Loire, où, notamment en termes d'exposition, toutes les données des enquêtes SUMER successives montrent bien une exposition plus élevée à des facteurs de risque pour ce type de pathologie. En termes de santé mentale, de manière étonnante, en fait, les taux de prévalence de souffrance psychique enregistrés dans ce secteur-là sont égaux ou inférieurs aux autres secteurs, donc ce qui nous a interpellés, mais j'y reviendrai après, on a des hypothèses pour expliquer ça. En termes de facteurs d'exposition, ils ont été largement évoqués ce matin, et les agents d'exposition donc sont souvent la souffrance psychique, l'organisation du travail, les tensions, les relations au travail et les exigences inhérentes à l'activité. Néanmoins, on voit qu'entre 2009 et 2017, notamment chez les femmes, il y a une tendance à la hausse qui se dégage, notamment pour le secteur de la santé humaine et de l'action sociale. Et cette augmentation est plus importante que pour les autres secteurs. Alors, comme je l'ai dit, ces résultats nous ont interpellés parce qu'ils sont un peu contradictoires avec ceux qui sont observés dans d'autres études, notamment les travaux de la DARES concernant SUMER ou l'enquête conditions de travail, ou d'autres études, par exemple de Coïdon et al., qui montrent une importance et une importance beaucoup plus élevée de la souffrance psychique dans ce secteur-là. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent expliquer ce résultat-là. La première, c'est que, comme je l'ai indiqué en introduction, c'est que les données remontent beaucoup des services interentreprises ou autonomes. Et finalement, la fonction publique est peu captée dans ce dispositif, ce qui peut expliquer en premier ce résultat. Et par ailleurs, les données sont basées sur des consultations. Or, il peut y avoir des accidents, en tout cas des arrêts de travail plus importants, et qui finalement créent un point aveugle pour nous dans la remontée et la collecte des données. Enfin, le dernier point, c'est que certains bassins n'ont pas fait l'objet de remontées de collecte, et notamment l'Île-de-France. Donc peut-être
en tout cas, on est amputé d'un certain nombre de données qui modifieraient peut-être substantiellement les résultats. Je finirai sur ce programme-là par irritation et allergie, où on voit, et c'est confirmé par d'autres études, un taux de prévalence plus important pour les femmes salariées en santé humaine. Et en termes de sous-déclaration, encore une fois, des chiffres très élevés et importants, puisque 49% des signalements n'ont pas fait de demande de reconnaissance. Et la raison la plus invoquée est le refus du salarié. Donc, en termes de perspective et de conclusion, on voit qu'il y a des taux de prévalence plus importants pour les femmes de ce secteur-là, notamment pour les TMS, et ce, de manière historique et durable. Il en est de même pour les irritations et allergies, et on voit qu'en tout cas, il y a une forte hausse des taux de prévalence de souffrance psychique. Donc, évidemment, Santé publique France encourage à poursuivre les démarches de prévention de manière adaptée et ciblée. Je finirai par quelques mots sur la surveillance infectieuse pour vous dire que l'agence a été impliquée dans un certain nombre de réseaux, soit à la naissance, soit en collaboration, soit en termes de financement, et puis plus récemment et toujours sur la conduite concernant l'épidémie de Covid. De manière historique, depuis les années 90, donc, Santé publique France, avec d'autres acteurs, ont mis en place un réseau pour surveiller un certain nombre de contaminations, en tout cas en milieu professionnel, le VIH, les virus de l'hépatite C et B. Et depuis quelques années, ce réseau a été confié au GRES, donc le groupe d'études sur le risque d'exposition des soignants. Également, de manière assez intéressante, parce qu'avec des résultats probants, l'agence, avec un certain nombre d'acteurs, encore une fois, avait mis en place une surveillance des accidents avec exposition au sang. Et on voit sur le graphique une décroissance de l'incidence des accidents exposant au sang, qui s'explique notamment par une meilleure formation des professionnels et un achat et l'utilisation de matériel plus sécurisé. Et donc, on voit clairement cette diminution au cours des années. Je finirai par la surveillance de l'épidémie de Covid-19, puisque de manière assez réactive et en collaboration avec le GRS, Santé publique France a mis en place depuis mars 2020 la surveillance de la contamination, en tout cas professionnelle, principalement des personnels d'établissements de soins, et avec deux angles, un qui était dédié de manière qualitative au GRS, mais sans doute le professeur Jeannot y reviendra par la suite, et de manière quantitative, où l'agence a donc assuré et organisé la collecte des données pour évaluer l'incidence de la contamination et de salariés positifs à l'épidémie depuis mars 2020. De manière accessoire et en complément, il y a un module aussi Covid concernant la vaccination qui a été mis en place. Et nous allons mettre en place également une surveillance de la couverture vaccinale concernant la grippe et la Covid-19 en établissement de santé. Quelques chiffres pour vous dire que nous avons une forte mobilisation des établissements sur le recensement de ces cas, puisque environ un tiers des établissements ont participé, mais ce qui représente un peu plus de 70% en termes de salariés, donc avec une couverture et une puissance importante. Et on voit que un peu plus environ 10% des professionnels de santé ont déclaré avoir été infectés par le SARS-CoV-2 depuis le 1er mars 2020. Les deux professions le plus souvent rapportées sont les infirmiers et les aides-soignants. Et 19 décès donc, ont été enregistrés et liés à l'infection dans le cadre de l'activité professionnelle. Je terminerai ma présentation par quelques mots d'ouverture. Le premier, c'est que depuis ce matin, cette présentation confirme et conforte le fait que cette population, caractérisée par une diversité d'activités, mais aussi une diversité d'expositions à différentes contraintes, est une population donc, à fort risque. Et effectivement, il paraît étonnant que peu d'études sur l'état de santé de ces travailleurs-là
soient publiées ou en tout cas ont été réalisées, contrairement à d'autres pays comme par exemple des cohortes très importantes aux États-Unis d'infirmières qui ont amené un certain nombre de résultats intéressants et probants pour connaître leur état de santé. Il paraît important de poursuivre et de renforcer la prévention et aussi peut-être de réfléchir de manière prioritaire à lancer une réflexion sur des couples facteurs de risque métier qui devraient faire l'objet d'études pour assurer une meilleure surveillance et aussi une meilleure prévention à terme de cette population. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toute question.